avec promesse donc des dédommagements. 3 ans plus tard, la communauté donc continue d'attendre que la société s'acquitte de son engagement. Jean-Pierre Ouamou, coordinateur préfectoral donc de la MAOG, il sera ce matin dans les grandes gueules sur Radio Espace Guinée. Amnesty, on s'y intéresse. Rapport de l'Amnesty International donc vient de rendre son rapport sur l'état des libertés en Guinée. Une tradition où l'organisation donc dresse un tableau inspiré donc des faits reportés et vérifiés donc par les relais locaux. Elle révèle des restrictions sur la liberté de réunion et d'expression à côté d'autres atteintes donc graves. Un tableau qui n'a rien de surprenant au regard donc de nombreuses atteintes aux libertés donc ces derniers mois en Guinée. Commentaire sur le rapport avec Abdoul Aziz Diallo. Il est président de Amnesty Guinée. Vous allez la voir ce matin dans les grandes gueules sur Radio Espace Guinée. D'autres nouvelles viendront s'ajouter à tout ceci pour votre plaisir. Les grandes gueules, c'est parti jusqu'au port de midi avec vous, mon cher Jacques Léoalino. Bonjour. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bien. Diba Minimono, bonjour Diba. Bonjour Lamine et bonjour à tous. Voilà, ouais. Mohamed Ali, bonjour. Bonjour boss. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien ce matin. Non, pas du tout. Mais voilà. Ça s'entend. Mais on mourra ici, voilà quoi. Donc le jour que je vais vous quitter à l'antenne, vous allez comprendre ce que ça veut dire. Ça ne viendra pas d'ici. Et bon courage Lamine. Et ça sera en direct en plus. Il est en train d'imaginer le scénario. Comment il va dire. Non, je ne suis pas en train d'imaginer, mais c'est ça la réalité. Je suis désolé. Bonjour, mon cher Tamba, bienvenue. Il y a plusieurs façons de quitter. Il peut prendre sa retraite à l'antenne, il peut aller il peut rentrer à la maison. C'est pas lui qui va prendre sa retraite, c'est lui, on va lui donner sa retraite après. Donc, n'imagine pas son quitter là, il a qu'à 10 ans encore après. Allez, bonjour, mon cher Tamba, bienvenue. Bonjour, Lamine, merci beaucoup. Il y a 10 saisons de GG qui s'attendent encore. Mohamed Mara, bonjour. Mon cher Mohamed. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bonjour Obi. Bonjour à tous. Voilà. Ce week-end, où est-ce que tu étais? J'étais à Conakry. Pour une fois, on n'a pas eu de tes nouvelles. Ouais, j'étais à Conakry, avec ma fille en fait. Donc c'est un peu ça. Ça vaut le coup ça. Tu dis quand c'est toi qui es avec ta fille, il n'y a pas de problème. C'est ça le bonheur en fait. Ouais. Mais quand c'est moi qui suis avec ma fille, c'est du problème. Bien. Bon. On n'en parle pas. Monsieur Diba, comment ça va, monsieur Diba? Félicitations. Eh bien, il fallait le dire en direct, en fait. Oui, merci. Voilà. Ça va? Oui, ça va. Ça a été? Ouais. C'est pas facile les événements. Hein? Justement, très fatigué, mais ça va. Bousculé dans tous les sens. Bousculé dans tous les sens. C'est l'occasion de vous remercier, remercier tous ceux qui ont été là depuis le départ. C'est vrai que là, beaucoup m'ont écrit, mais on t'a pas vu dans l'émission la semaine dernière. Je leur ai dit oui, je reviens parce que c'est chez moi. Et si je fais le grand concours aujourd'hui, c'est parce que vous m'avez donné ma chance. Voilà, donc je suis revenu et pour ceux qui demandaient, je suis là. C'est ma maison. Évidemment. Le grand concours, c'est juste un tremplin. C'est ça ma profession. Donc vous remerciez pour tout, remerciez mon équipe et surtout tous ceux qui ont été là, les panélistes et tout le monde, et tous ces soutiens, la presse qui s'est mobilisée pour la couverture. Remercier également ma famille et tout le monde. C'est une vitrine nationale aujourd'hui, comme on dit. Mon cher Diba. Tu sais, Lamine, moi c'est devenu un peu mon exercice. Quand un Guinéen fait bien, il faut le lui dire en face. C'est très important, évidemment. Il faut le lui dire en face. C'est ce que je fais. L'encourager à continuer. Il a commencé tout petit, accompagné de ses partenaires. Aujourd'hui, la famille s'étend. C'est ça. L'ampleur du projet s'étend. J'ai envie de dire, quel est cet administrateur qui ne verrait pas le potentiel de cette initiative-là et qui ne s'inviterait pas dedans? Malheureusement, on va un peu à l'envers. Les gens viennent faire des photos. Et ça, Diba ne me met pas les mots dans la bouche. Je suis totalement apte à penser et à dire ce que je dis. Quand tu apportes 40 millions, 50 millions à un projet, c'est bien. Mais pourquoi on n'irait pas plus fort? Pourquoi est-ce que l'État ne consentirait pas plus d'efforts? Parce que jusque-là, c'est des partenaires qui financent. Mais bien sûr, mais bien sûr. Pourquoi est-ce que l'État ne s'associerait pas à ça, cette initiative? Puisque eux, ils n'ont pas eu. La raison pour laquelle je dis c'est une vitrine nationale. La mine, puisque eux, ils n'ont pas eu. Pourquoi est-ce qu'on n'irait pas à 100 millions, à 150 millions, à 200 millions par projet? L'incidence qu'on aurait à ce niveau-là, ce serait que les projets ont plus de chances de réussir. Il y a plus de potentiel d'employabilité pour d'autres jeunes. Ça va créer des emplois. Avec cette belle initiative,
Donc, au-delà de dire bravo à Djiba, c'est le moment d'inviter l'État à dépasser le niveau où on vient faire des photos. C'est de la récupération politique. On mettra dans les rapports, on appuie, on accompagne le grand concours. L'appui institutionnel. L'appui institutionnel, finalement, qui ne fait pas bouger de grandes lignes. On dit appui institutionnel, mais au demeurant, c'est toi, Djiba, avec tes équipes qui ouvrez toutes les portes. Ça devient problématique. Moi, je veux donc inviter. Désormais, on a un ministre de la jeunesse que tout le monde attend, Keamou Bogola Abba. Et moi, je dis, monsieur le ministre, voici une opportunité. À votre place, je veux des résultats. Ça, là, je mets de l'argent dedans. Je l'inscris dans les lignes budgétaires du département et j'appuie l'initiative. Ça, c'est une chose. Mais ce qui se passe, en fait, c'est que des garçons comme Djiba, ces ministres-là ont peur de leur de statut de Djiba. Ils se disent, ils veulent prendre ma place. Ils veulent prendre ma place. C'est le souci. C'est ça, un problème de leadership. Ah, mais je suis désolé. Des grandes gueules. Quand tu es leader, tu sais que des jeunes comme ça, là, c'est eux qu'il faut utiliser. Moi, ministre de la jeunesse, c'est des jeunes comme ça que je vais utiliser. C'est son initiative là, et je t'assure, mais c'est facile de récupérer l'initiative à son insu. C'est facile. On l'appuie. Là où il gagnait 50 millions, nous on va rajouter 100 millions de plus. Et désormais, on va dire que, tu sais comment ça se fait? Voici les résultats que l'on attend. Et on va dire que l'impact du projet a pu être décuplé grâce à notre participation. Ça devient quelque chose que l'on récupère. Donc, moi, j'encourage vivement le ministre de la Jeunesse à aller vers cette initiative pour l'appuyer. Mais je n'ai pas fini avec mes félicitations. Parce qu'au-delà de l'activité nationale désormais, Djiba, tu viens de lui connoter une envergure internationale en faisant venir des gens comme Tion Nyang, des investisseurs français et d'autres, des gens qui s'y connaissent, qui sont roués, qui sont huilés à tout ça. Il ouvre l'initiative et il lui fait gagner un galon qui dépasse désormais celui de la Guinée. Les grandes gueules. Tu verras. C'est du débordement pour les prochaines initiatives. Si tu sais avec tes équipes capitaliser sur l'élan que vous venez de prendre, ça va être quelque chose de très très fort que d'autres États vont copier. Et moi, ce que j'ai envie de dire à Djiba, protège cette idée. Va la protéger maintenant, je sais de quoi je parle. Avec notre initiative, on sait ce qui s'est passé. Va la protéger. Maintenant, réfléchis s'il y a une protection qui aille au-delà de la Guinée. Pour éventuellement, parce que moi je vois cette initiative aller au-delà de la Guinée. Mais bien sûr. Je la vois dans la sous-région, je la vois en Afrique. Bien sûr. C'est possible d'aller avec ça et pour ça j'ai envie de dire bravo à Djiba. Et je veux encourager tous ceux qui ont compris, qui le soutiennent déjà, comme le président du Conseil national de la jeunesse, qui s'est lui-même impliqué sur cette initiative. Les grandes gueules. J'ai envie de dire, il faut aller parce que ça en rajoute à la crédibilité, à la légitimité de l'initiative. Et en un mot comme en mille, tu viens de réussir une véritable prouesse. Djiba, c'est tout fier que je t'adresse ces mots à toi et à toute ton équipe. Et on espère que l'État verra que c'est ici qu'il faut mettre de l'argent. Pas à museler la presse. L'État verra que c'est ici qu'il faut mettre de l'argent. Pas à donner 1 milliard à un gars qui va aller bouffer ça. Après, il se cogne, ils viennent sur les plateaux, se cogner ensuite, sans impact. Parce que simplement, le gars va aller sortir un titre et puis il va mettre Mamadi Doumbouya, Itanambe. Merci Tamba. Général Doumbouya, ça glisse. Itanambe. Ça n'emploiera personne. Merci. Ça ne rajoutera pas à la production intérieure. Merci Tamba. Ça ne bien. C'est dans ça là il faut se mettre. Bien, merci beaucoup Tamba. Je voulais juste rajouter ça. Exceptionnellement pour cette édition. Le ministère de la Jeunesse s'est engagé à financer les lauréats. Ah, ça c'est top édition. Ça. Ok. C'est engagé. C'est engagé. Il y a même une lettre de garantie qu'ils ont faite à l'occasion. Alors c'est une idée que BA avait développée avec nous parce que quand il a vu l'initiative, il a dit non mais il faut que moi-même je puisse accompagner ces lauréats. Donc il avait fait une lettre de garantie, une convention. Et quand M. Keamou Bogola Abba est arrivé, il a pris connaissance des dossiers. Et donc lui-même, il était
Il était d'ailleurs le seul ministre qui est venu le jour de la cérémonie. Il est resté du début de 12h jusqu'à 23h, il était là. Ce qui nous a quand même marqué, et il s'est engagé à poursuivre cette initiative-là. Par l'occasion, l'OPM nous a reçus pour échanger autour. Donc ce que Tamba dit effectivement, c'est ça. Aujourd'hui, nous, ce que nous faisons, c'est que beaucoup se disent il faut qu'il y ait, au-delà de l'appui institutionnel, que l'État puisse s'impliquer, parce que les jeunes, à chaque année qu'on lance maintenant, vous avez près de 2000 jeunes qui postulent. Donc ça veut dire qu'il y a l'intérêt qui est là. Évidemment. L'esprit entrepreneurial se diffuse petit à petit. Et nous croisons les doigts que voilà, le ministère, on va aller dans cette dynamique pour accompagner ceux de cette édition qui sont au nombre de 15. Et en même temps, pour l'idée, le fait qu'on a invité des étrangers, parce que le président du Conseil national des jeunes de Sénégal, de Côte d'Ivoire, de Burkina, ils ont vu l'initiative. Aujourd'hui, ils se disent, mais pourquoi ne pas dupliquer ça? Nous, ce qu'on a vu, c'est quelque chose d'incroyable, ce que nous ne faisons pas chez nous. Mais ils sont arrivés, c'est grâce au CNJ de Guinée, M. Abdoulaye Diani, qui est le président du Conseil national des jeunes. À l'occasion, je le remercie. C'est un leader. Parce qu'il les grandes gueules. Tout ce qu'on le dit, il appuie les jeunes, et je pense que ça, c'est quelque chose à saluer. Et de passage, ne pas oublier ceux qui ont été là. L'ancien PM, Bernard Domo, lui, il avait compris très tôt l'importance de l'initiative. Il nous avait reçus, et lui-même, l'année dernière, il faut rappeler qu'il accompagne l'initiative. Il était même en train de travailler, il nous avait dit, cette édition, on va financer 50 jeunes. Donc, il avait commencé même à réfléchir sur ça pour dire pourquoi ne pas aller à 100 millions. Donc l'ancien PM, c'est ce qu'il voulait faire, voilà, aller à 100 millions. Donc l'État s'est engagé. Bon, c'est une idée qui avait commencé à germer. Il avait même dit j'ai besoin des rapports et tout pour présenter au conseil des ministres et tout. Donc je pense que peut-être que la primature, il y a des conseillers qui sont là, qui quand même partagent l'info, qui sont au courant du projet, tel que M. Ilyas Baldé, depuis le départ, qui est aussi avec nous. C'est l'occasion de le remercier pour tout ce qu'il a fait pour nous. Et je pense qu'on va continuer dans cette dynamique-là, en soutenant cette initiative. Les grandes gueules. Ce sont les jeunes de Guinée qu'on est en train de soutenir. On a dit aux gens, nous on a eu la chance qu'on soit aidés par des gens comme vous et certains. Et aujourd'hui, nous à notre tour, on se bat aussi pour pouvoir aider les autres. Donc on a besoin d'appui, on ne se fait pas seul. On ne se fait pas seul, et on a besoin de l'appui de l'État et de tout le monde. Bien. Djiba Milimono, allez-y, mon cher Roby, qu'est-ce que vous avez à rajouter? Ce que je voulais dire, au-delà des félicitations. Joyeux anniversaire, Roby. Merci, merci. Ouais, c'est vrai que j'ai pris de l'âge. Hein. Les barbes en témoignent. Alors, au-delà on va revenir un peu au sujet de Djiba. au-delà de... Mais qu'est-ce qui te fait? Les grandes gueules. Ça, Lamine? Je sais pas. Attends, je parle de Djiba, s'il te plaît. Au-delà des remerciements et des encouragements, ce que je voudrais surtout dire à Djiba, c'est que si ton projet, il prend de l'envergure internationale, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que tu peux faire comme le Gabonais qui a créé Cora Awards. Tu sais, il a créé Cora Awards au Gabon. Il n'y avait pas d'intérêt, l'État ne s'intéressait pas, la chose a commencé à prendre l'ampleur. Et puis il a délocalisé une fois son événement en Afrique du Sud, ça a matché. C'était toujours dans le même cadre. Hein. Il faisait le Cora Awards, il récompensait les artistes guinéens. Mais donc cette fois en Afrique du Sud. La prochaine édition, par exemple, à Dakar. Sûr, à Dakar. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais tout en poussant les jeunes entrepreneurs, et ça devient... Tout d'un coup, ça devient un mix. Ça devient un jeune entrepreneur, Guinée, Sénégal, etc. En 15 ans, c'est la première fois que tu me sors un truc incroyable. Sincèrement. Waouh. Ça, c'est du Roby. Allez, bienvenue sur les GG. Tous les matins sur Radio Espace, vous nous écoutez à la radio, vous nous regardez également aussi à la télévision. On en parle, Jacques Lewa ce matin, Babila, cité donc à comparaître l'acharnement malgré les faits. On pose cette question ce matin, mon cher Jacques Lewa Leno. Oui, il y a, je crois, 2 citations à comparaître. Ce matin, on me fait savoir qu'il y a une troisième, c'est pas trop, mais les 2 citations à comparaître. Donc, il y a une première qui concerne l'affaire Wilkinson. Et là, il est accusé de complicité avec la dame, puisque la dame elle-même, elle était accusée d'avoir injurié publiquement l'ancien ministre de la Justice, et puis d'avoir, je ne sais pas, diffamé aussi son ancien amant, ou je ne sais pas moi, en tout cas, elle a eu le père de son enfant, hein, elle a eu un enfant avec le monsieur, et donc Babila est considéré comme un complice de tout ça. Et la deuxième affaire, c'est bien entendu celle qui concerne l'article publié sur le site Inquisiteur et qui parle du parfum de corruption
dans le projet de construction, rénovation, agrandissement, extension, je ne sais pas si tous les termes l'acier, de la maison centrale de Conakry. Et là, il est accusé de diffamation. Donc, pour la première affaire, on sait déjà que la dame était en détention. Elle y a passé, je crois, quelques semaines, 2 semaines au plus. Et puis, elle a été libérée sous condition. Sauf que depuis qu'elle est sortie, elle est injoignable. En tout cas pour nous qui avions l'habitude d'échanger avec elle sur son affaire, puisque c'était pas une affaire nouvelle. Les grandes gueules de la presse et même du corps des magistrats de la République de Guinée, en tout cas quelques-uns, pour avoir travaillé là-dessus. Il y avait d'abord dans un premier temps accusation pour viol, parce que les premières relations, selon elle-même, selon ce qu'elle a dit à l'époque, ont eu lieu quand elle était encore mineure. Elle n'avait pas encore atteint la majorité. Ensuite, il y a l'enfant qui aurait été enlevé par moment par le ministre. Bon, un enfant qui n'avait pas été reconnu au départ. Et puis après, lorsqu'il va être reconnu, semble-t-il, aurait été enlevé et puis confié à une autre dame. Voilà en gros pour ce qui concerne l'affaire Wilkinson. Pour revenir donc sur l'affaire de la maison centrale, il y a que dans la citation à comparaître, j'ai bien pris mon temps de lire les arguments développés par l'accusation. Les grandes gueules. On s'appuie sur l'article publié sur Inquisiteur et surtout on ajoute que cet article-là a fait l'objet je sais pas moi, donc il y a eu, l'affaire a été portée devant la haute autorité de la communication, il y a eu examen sur le plan professionnel et qu'on est arrivé à la conclusion que l'article n'était pas vrai, que l'article avait des problèmes, et donc l'accusation sur laquelle Alseni Farinta Camara s'appuie pour porter l'affaire devant la CRIEF, et puis la CRIEF à son tour a saisi l'Agence nationale de lutte contre la corruption, que l'article a été jugé faux. Les informations contenues dans cet article-là ont été jugées fausses par la haute autorité de la communication. Et donc, l'accusation, par prudence, mais très maligne quand même, ne prend même pas de risque de dire que cette information a été développée dans le Before GG, détaillée et même poursuivie, étayée par les grandes gueules GG au moins en 2 jours, pour prouver effectivement que le travail entamé par Babila avait du sens et il y avait là à l'intérieur de la vérité. D'ailleurs, du côté de la haute autorité de la communication, on ne reproche pas à Babila pour d'avoir commenté cette affaire dans le Before GG. On dit qu'il a été complet dans le Before GG. On dit qu'il a été professionnel dans le Before GG. Mais c'est le même sujet. Mais c'est le même sujet. Bon, évidemment, on peut trouver à redire, et puis il y a ce débat-là autour de l'enquête et de la façon dont on la présente, selon qu'on soit à la radio ou qu'on soit sur un site internet, mais on n'a pas besoin d'aller en 2e année. Les grandes gueules. On comprend que le temps que moi je peux prendre ce matin dans les grandes gueules pour développer un sujet, on peut m'en donner 10 minutes par exemple. Si un reporter de la rédaction de Damaro veut traiter le même sujet dans le journal, il n'aura pas 10 minutes. Pas du tout. Il aura juste maxi 2 minutes. Et dans 2 minutes, ce que moi j'ai pu développer ici, il ne pourra pas développer ça. C'est vrai. C'est la même chose pour l'article qu'on publie sur un site web. Plus de 500 mots, personne ne va vous lire. Plus de 500 mots, personne ne va vous lire. Vous avez 500 mots que vous mettez et puis après vous revenez avec d'autres 500 mots pour vous permettre, bien entendu, d'aller de détail en détail sur le sujet. Et je crois que notre collègue était dans cette démarche et je suis convaincu qu'il serait allé jusqu'au bout parce qu'il n'était pas à sa première enquête et sur son site et dans Espace. Il y a qu'aujourd'hui, évidemment, l'article là est brandi. Finalement, les conseillers, les commissaires de la HAC vont servir l'accusation. Mais j'ose espérer que la justice
va avoir un travail professionnel et surtout indépendant sur ce cas-là. Ouais. Parce que il y a que l'enquête qui a été révélée, donc l'enquête qui a été faite par Babila, a été prise au sérieux par la Cour de répression des infractions économiques et financières. Jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas d'inculpation. Mais le simple fait d'avoir pris le dossier et dire il y a matière à enquêter. Et pour cela, il faut que l'Agence nationale de lutte contre la corruption pense là-dessus. C'est déjà quelque chose de sérieux. Ouais. Et ce qu'il fallait attendre, que ce soit du côté de l'institution. Parce que l'institution s'est précipitée et en ce moment a donné des armes à l'accusation pour aller. C'est-à-dire, au lieu que le travail du côté de la CRIEF et dans d'autres juridictions, si le sujet était amené là, soit fait sur comment on appelle la corruption, la présomption existe encore, mais les faits de corruption qui sont suspectés du côté de la maison centrale de Conakry, c'est désormais l'affaire de diffamation qu'on veut mettre en avant. C'est-à-dire du côté de la CRIEF, en principe, on doit parler des faits de corruption. Mais on saisit le tribunal de première instance de Mafanko pour des faits de diffamation. Et en ce moment, à chaque fois, qu'est-ce qu'on va faire? Lorsque, bien entendu, celui qui pourrait être accusé de faits de corruption comparaîtrait du côté de la CRIEF, il va dire, mais l'article qui m'a envoyé ici a été jugé non professionnel par les journalistes de Guinée, parce qu'après on va dire ça comme ça, c'est l'institution qui juge les journalistes par la Hague, et puis l'affaire même est en train d'être jugée du côté de Mafanko. C'est pourquoi j'ai dit, j'ose espérer que les juridictions, donc le tribunal de Mafanko, va avoir un travail professionnel assez posé, assez réfléchi sur ce sujet-là, et qu'on va donner la chance à Babila de pouvoir apporter des éléments. Parce que en gros, c'est ça. Si on vous accuse de diffamation et que vous avez des éléments à opposer, celui qui vous envoie pour diffamation peut certainement être transformé en suspect véritable pour les faits que vous lui reprochez. Et cela aussi est possible, on l'a vu ailleurs. On espère qu'on pourra le voir pour une fois dans un tribunal de notre pays. Voilà, il faut espérer. Allez-y, mon cher Tamba. Moi, je commence par dire que la justice devrait avoir la possibilité parfois de dire à un plaignant, bon, toi, ton dossier là, nous, on ne va pas en parler. On ne va pas le traiter. C'est déshonorant pour toi-même. Je pense que si on faisait comme ça, ça allait nous épargner tout ça. Le cas de Wilkinson, si ce n'est pas en Guinée, aucun ministre de la justice ne peut vouloir s'étendre sur un tel dossier. Aucun. On dit à la face du monde. C'est pas on a dit. La dame elle-même, elle dit que vous l'avez, pardon du terme, mais elle dit que vous l'avez enceinté et que vous n'avez pas pris soin de votre enfant. En vrai ou en... Ça, c'est des choses qui dégradent l'image. À combien plus forte raison d'un ministre de la Justice? Ce type de dossier, tu le récupères, tu dis, pardon, dis ça doucement. Tu la reprends et vous réglez ça entre vous. Mais tu n'en parles pas à la presse. Tu ne vas pas devant les tribunaux. Tu gères ça. Ça te concerne toi. C'est vraiment parfois de l'ordre de l'intime. Malheureusement, ce pays, c'est... Moi, en tout cas, là, je ne comprends pas que des dossiers aussi gênants soient traités avec la plus grande banalité, la plus grande légèreté par les principaux concernés qui auraient un plus grand bénéfice à les traiter avec discrétion. Donc, c'est pourquoi je dis, mais parfois la justice aurait pu dire aux gens, et toi, ton dossier là n'est même pas bon pour toi-même, on ne va pas le traiter. Va te pourvoir ailleurs. Je voulais ouvrir avec ça. Lamine, dernièrement, on a travaillé sur ce dossier. Mais avant d'aller à ce que je vais dire maintenant, cette hack quand même, désormais, elle sert le bâton, elle sert la verge à ceux qui souhaitent nous abattre. Elle-même, et ils le savent, et ils m'écoutent, ils savent qu'ils ont condamné Babila à tort. Ils le savent. Certains d'entre eux l'ont reconnu clairement devant nous dernièrement parce qu'on y était, même si on n'est pas revenu sur le sujet. Ils le reconnaissent, ils reconnaissent que comment on appelle, les déclarations aussi bien de Babila que celles que nous avons eues étaient vraies. Ça les a révoltés.
et que ça les a révoltés. C'est ce qu'on nous a dit là-bas. Et qu'ils sont révoltés par le fait que les ressources publiques, les deniers publics soient dilapidés de cette façon-là. C'est la HAC qui l'a dit. Les grandes gueules. Moi, je m'attendais ce lundi-là à avoir une autre décision de la HAC qui casse sa propre décision. C'est ce qu'ils auraient dû faire pour Babila. Mais comment on peut reconnaître ça et puis on se tait? Je le dis parfois et c'est le lieu de le redire. On ne gère pas une institution comme on gère son propre cœur. Si tu veux être arrogant, si tu veux être orgueilleux, si tu veux être, je sais pas, hautain, ça c'est ton problème. Mais une institution n'a pas à avoir les attributs de la personne humaine. Une institution n'a pas à être arrogante, elle n'a pas à être orgueilleuse. Lorsqu'une institution découvre qu'elle s'est loupée sur un sujet, qu'elle s'est fourvoyée, elle revient et elle corrige. Ouais. Ça, c'est de la grandeur. C'est ce qu'on appelle rehausser son institution. La HAC doit faire ça. La HAC doit faire ça avant que la Cour suprême ne l'invite à le faire. La HAC elle-même doit prendre les devants et dire, après avoir écouté les GG, après avoir lu les mémos que Babylone lui-même nous a apportés, force sera pour nous de reconnaître qu'on s'est fourvoyé et qu'il faut corriger ça. Ils ne le font pas. Et maintenant, la justice, là, si tu parles de travail professionnel, mais tu vois bien que, bon, je ne vais pas aller à commenter ça, mais tu vois bien que on va courir derrière ce fourvoiement cette glissade c'est même une incartade. Et c'est une incartade de la HAC, et puis on se sert de ça pour aller noyer un journaliste qui a fait un très bon travail. Un très bon travail, je répète, un très bon travail. Et on va le voir. Lamine, dernièrement, la semaine passée, on a vu ensemble ici que des 4 sociétés qui avaient obtenu ces marchés, il y avait 2 à l'intérieur qui étaient déclarés à l'APIP. Donc l'APIP, le guichet unique de la création d'entreprises en Guinée, qui détient un fichier. Même l'entreprise de Djiba est répertoriée là-bas. Donc, l'APIP détient une base de données dans laquelle toutes les entreprises sont répertoriées. Si vous ne l'avez pas été par le passé, l'APIP non seulement a mené une campagne radiophonique, donc médiatique, mais a pris des caravanes qui ont circulé partout à travers la Guinée pour dire « venez vous formaliser ». Parce que vous ne pouvez pas collaborer avec l'État s'il n'y a pas de formalisation. La formalisation suppose d'être inscrit au registre du commerce. La formalisation suppose également de pouvoir être présent dans les livres de l'APIP. On a découvert que la société Wagué et Frères est bel et bien enregistrée à l'APIP. On a également découvert que Belco Logistique est enregistrée à l'APIP. Le souci qu'on a eu, c'est que la société Wagué et Frères ne fait pas de la construction. On l'a dit. Elle ne fait pas de la construction, elle fait du commerce général. L'expert que nous avons eu ici a dit, tu prends du lait, comment il a appelé ce lait, tu l'achètes et tu le revends. Ça, c'est l'expertise de cette société. La société Wagué et Frères. On lui a accordé un marché de plus de 10 milliards de francs guinéens dans la construction. C'est interdit par la loi. L'expert que nous avons eu l'a déjà suffisamment relayé. J'invite quand même ce juge-là, il n'a qu'à écouter ça. Et quand il voudra condamner Babila, il n'a qu'à quand même entendre tout ça. Parce que Babila reviendra de toutes les manières, il avait déjà ces éléments-là. La société Belco Logistique, on te dit Belco Logistique. Dans le nom, il y a tout. Et puis, c'est pas Belco Construction, ou bien Belco Toiture, ou bien Belco fer à béton. C'est Belco Logistique. Mais on lui a quand même attribué un marché de plus de 10 milliards dans le domaine de la construction. Bon, on peut bien en vouloir à Babila, mais Charles, quand même, il doit entendre ça. C'est pas normal. Mieux, Lamine. Pour que tu puisses accéder à un marché de l'État, il faut que tu sois à jour dans ton registre social. C'est-à-dire à la Caisse nationale de sécurité sociale, il faut premièrement que tu sois inscrit, que tes travailleurs y soient affiliés, mais que tu sois à jour dans le versement de leurs cotisations. Mais Lamine, ces 2 sociétés, nous sommes formels là-dessus. Au moment où nous vérifions, encore une fois, ce sont des comptes débitaires. En d'autres termes, ils doivent
Donc, même si ces sociétés sont inscrites, elles ne cotisent pas, elles ne sont pas à jour. Et donc, elles ne pouvaient pas accéder à ces marchés publics. Comment ils ont fait pour accéder à ces marchés publics? Nous avions une autre question, je reviens là-dessus à la fin. Mais le pire du pire, il y avait deux sociétés il y a deux sociétés qui ont obtenu ces marchés. La première, c'est le groupement WALP GIE, groupement d'intérêt économique, qui a raflé un marché de plusieurs milliards. Là-bas, cette société-là, elle n'est pas enregistrée à l'APIP, elle n'existe pas dans la base de données de l'APIP au moment où nous vérifions ça. J'imagine qu'ils vont courir pour aller se faire enregistrer maintenant, mais nous avons les dates, nous avons tous les supports nécessaires et nous pouvons le prouver. Elle n'était pas enregistrée à l'APIP au moment où nous vérifions cette information. Pire, à la Caisse nationale de sécurité sociale, elle n'y était pas. Ah, tu n'existes pas à l'APIP. Tu vas aller payer comment? Je ne dis pas que ce sont des sociétés qui n'existent pas. Mais certainement qu'il y a un souci dans le processus complet de la formalisation, dont un des éléments, c'est l'inscription à la base de données de l'APIP. C'est de pouvoir y figurer. Donc, à la Caisse nationale de sécurité sociale, rien, il n'y a pas leur nom. Quand tu tapes, on dit l'entrée, le nom que vous avez tapé n'existe pas. Regardez la note qu'on nous a envoyée. Cette entreprise n'existe pas dans notre base de données. Je garde le nom pour moi, le nom de la base de données. Et ils disent, vous pouvez utiliser ce nom pour créer votre entreprise. On te dit clairement, la conséquence c'est quoi? Si tu n'existes pas dans ça, c'est à l'APIP. À l'APIP. Ouais. Ça veut dire que si tu n'existes pas sur la base de données de l'APIP, le premier qui va venir avec votre nom, c'est à lui on va donner. Je vous donne l'exemple de Geekopress. Tout le monde en entend parler. Si ça n'existe pas à l'APIP, l'APIP va dire la même chose. Tu peux utiliser ce nom parce que pour nous, elle n'existe pas. Mais cette société a eu le marché. Cette société à la Caisse nationale de sécurité sociale a eu le marché. C'est la même chose que cette dernière société, ECM BTP. Pareil, elle n'est pas à l'APIP, elle n'est pas de l'autre côté. En tout cas, au moment où on vérifiait ces informations. Et la mine, je termine avec le plus grave. Pour accéder à un marché public, il faut payer ses impôts et il faut être à jour. Il faut payer ses impôts, il faut être à jour. Les deux premières sociétés que j'ai évoquées, qui existent à l'APIP, c'est le complément de cette enquête parce que dernièrement, on a dit qu'on allait vérifier. Et c'est ce qu'on a fait. La mine, les deux sociétés qui existent à l'APIP, qui ont un début de cotisation au niveau de la Caisse nationale de sécurité sociale, mais qui ne sont pas à jour et qui de fait sont éliminés d'un processus d'appel d'offres public pour un marché public, la mine, ces deux sociétés existent bel et bien dans les registres des impôts. Mais là aussi, devinez quoi? Elles ne sont pas à jour. Elles ne payent pas leurs impôts convenablement. Maintenant, les deux autres qui n'existent pas à la PIP, qui n'existent pas à la Caisse nationale de sécurité sociale, la mine, leur trace ne se retrouve pas aux impôts. Il n'y a aucune trace de paiement aux impôts. Bon, comment vous faites maintenant? Comment vous faites Ils ont pas de code pour accéder à un marché public? C'est quasiment impossible normalement. Mais il n'existe pas. Ça, c'est la question à devoir se poser. Selon la loi. Que je ne vais pas affirmer parce que quand vous avez une justice qui est au taquet pour voir... Je le dis donc en ces termes. Est-ce que ces sociétés existent? Les deux dernières, qui ne sont pas apparues à la recherche dans la base de données de l'APIP, qui ne sont pas apparues dans la recherche dans la base de données de la Caisse nationale de sécurité sociale et qui n'apparaissent pas à la recherche aux impôts, est-ce qu'elles existent? Est-ce que c'est des sociétés écrans? On va se poser la question. Non, je pose des questions. On va se poser la question. Voilà. Est-ce qu'elles existent? Parce que c'est plus les sociétés écrans, dans leur fonctionnement, on fait tout. Une société écran, on fait tout pour qu'elle soit en règle. Ouais. C'est souvent des sociétés légalement installées qui payent, mais qui ont d'autres activités. Voilà, celles qui sont déclarées. Qui cachent en réalité celles qu'elle n'a pas déclarées. C'est cela. Bon. Et donc, comme ça, on peut cacher au moins les actionnaires et ainsi de suite. Voilà. C'est généralement ça une société écran. Et donc, on fait en sorte qu'elle soit dans les normes. Celles-ci, légalement, on se demande si elles existent. Donc je pose donc la question, est-ce que ce sont des sociétés qui existent? Donc c'est des sociétés fictives. La mine, je pose mais la ça question. porte à quoi? Laissez-moi poser ma question. Elles ne sont pas à l'APIP. Bien. Elles ne cotisent pas à la Caisse de sécurité sociale. Aux impôts, comment nous dire? Là, on découvre également qu'elles ne sont pas aux impôts. Voilà.
Qu'est-ce qui prouve leur existence? Bien, voilà. Donc, et on a donné 2 marchés publics à 16 entreprises. Je vais terminer. La mine. Il termine. Voilà. Oui, j'ai compris, Mohamed. Donc, je pose la question, finalement. Oui. Et est-ce qu'elles existent, ces sociétés-là? On te dit que pour te faire appeler la mine, il faut que tu sois né d'abord. Oui. Voilà. Si tu n'es pas, tu n'existes pas. C'est vrai. Ouais. Et l'extrait date de naissance a un numéro de référence. Voilà. Sauf qu'on n'en trouve pas. Ouais. Et donc, je pose la question. Ah ben, je peux être fantôme aussi, hein, mon petit. Hein. Alors, Fantôme. Ah, ben oui. alors, Voilà, tu n'es pas humain. Les fantômes ont des extraits de naissance délivrés par des mairies fantômes. Les grandes gueules. Et là, il n'y a même pas de mairie. La mairie dit on ne connaît pas. Voilà. Tu n'es pas né dans ma circonscription. Il finit. et donc, je pose la question. Et ces 2 sociétés, est-ce qu'elles existent? Si elles existent, elles appartiennent à qui? Elles appartiennent à qui? Pour pouvoir... Parce que le cumul des 2 marchés, c'est un peu plus de 17 milliards. Énorme. Plus de 2 millions d'euros. Un peu plus de 17 Près de 2 milliards. millions d'euros. Les 2 entreprises, leur marché cumulé, c'est un peu plus de 17 milliards. Et donc, est-ce qu'elles existent? Première question. Qui en est qui en sont les propriétaires? Et la grosse question, c'est comment on fait pour donner autant d'argent à des sociétés dont on ne retrouve la trace nulle part? Quel a finalement été le travail des PRMP? Donc de la PRMP d'abord, la personne en charge des marchés publics au sein du département. Quel a été son rôle dans ce dossier? On ne peut pas laisser ça passer. On veut s'abattre sur Babila, mais il faut quand même se poser cette question. Et on peut aussi poser la question pour les sociétés dont on a retrouvé les traces, mais qui ne sont pas à jour. Quel a été le rôle de la PRMP dans l'attribution de ces marchés à ces 2 autres sociétés qui ont le plus important d'ailleurs de ce lot? Et donc, on en est à ces questionnements-là. Quel est le rôle de l'ACGP, du ministère? Qui a accordé? C'est le ministre des Finances qui autorise. Voilà. Sur avis de la direction. Tu fais bien de préciser cela. Qui a délivré l'anneau? Parce que le ministre de l'économie et des finances ne décide pas d'emblée. Lorsque ça lui parvient, il transmet à l'ACGP. C'est l'ACGP qui va faire ce travail d'enquête et qui va revenir derrière délivrer un avis de non-objection. Oui. Ça veut dire vous pouvez acter le contrat. Et ensuite, le ministre va attribuer le contrat. Lamine, on se pose donc la question, quel est le rôle de l'ACGP sur ça, ce dossier dont on est en train de parler? Alors, moi je dis encore une fois, arrêtez de vouloir tuer ceux qui veulent sauver le reste de cette République-là. C'est de l'acharnement que je suis en train de voir autour de Babila. On sort tel dossier, alors qu'on sait d'avance qu'il n'y a rien derrière. Plutôt que de s'acharner sur Babila, moi je veux quand même inviter le ministre Charles. S'il est l'homme qu'il dit qu'il est, qui aime la justice, qui s'attache à la justice et qui se bat contre tout ce qui est prévarication des deniers publics, il lui appartient, pour avoir géré tout ça, de s'engager dans une démarche qui voudra comprendre ce qui s'est passé. On ne perd pas à être humble. On ne perd pas à se dire, j'ai pu me tromper. Et donc, on cherche à comprendre ce qui s'est passé. Et donc, Charles doit pouvoir aller dans une telle démarche pour dire, mais comment ai-je pu signer un tel contrat? Et donc, engager des gens pour chercher à connaître la vérité, plutôt que de s'acharner sur un journaliste, alors que de jour en jour, des dossiers continuent de sortir et d'attester de la véracité des préoccupations de Babila, leur pertinence. Lui qui n'a rien dit, qui a posé des questions, je crois 3 à 4 questions au départ de cet article, le juge qui poursuit Babila va lui-même aller lire l'article, il va se dire, mais dans quoi je me mets? Ce sont des questions. Ce sont des questions tout bonnement. Et qui ont eu leur réponse. Finalement, on a apporté ces réponses-là. Je suis simplement surpris que jusque-là, on n'assiste pas à l'inverse. Pour me résumer, la HAC grandissez l'institution en reconnaissant que vous vous êtes trompé. Bien. Grandissez l'institution en reconnaissant que vous vous êtes trompé, en rapportant cette décision. Parce qu'elle est injuste et elle ne servira pas la cause pour laquelle vous avez été constitué. Première chose. Deuxième chose à Charles. Charles, encore une fois, vous ne perdrez jamais à reconnaître que vous avez pu vous tromper. Errare humanum est. On dit en latin, l'erreur est humaine. Ouais.
il doit comprendre ça. L'erreur est humaine, on peut ne pas avoir tout contrôlé. Et donc se dire, bon, il faut que je vérifie pour voir ce qui s'est passé. Charles grandira. Charles confirmera ce que l'on pense de lui comme ce ministre juste, contre les prévarications, contre le vol, contre, si vous voulez, l'accaparement de nos deniers publics. Si Charles dit, ah, je veux savoir ce qui s'est passé, on m'a certainement trompé, si c'est Babila qui a tort, si c'est Babila qui a raison, alors que celui qui a tort paye pour cela. Si Charles ne fait pas ça, laissez-moi penser qu'il est possible que lui-même n'ait pas été très distant de ce massacre sur le processus. Bien, Tamba Zakari Milimono. À venir, on s'intéressera évidemment à ce taux de dossier, à désignation donc du DG de la CBG. Un directeur en poste finit par rendre le tablier. On comprendra évidemment un peu plus tard dans cette émission, mesdames et messieurs, les grandes gueules. Allez-y, Diva, vous avez écouté, hein correction à apporter. Allez-y. Il y a une correction à apporter. Donc ce n'est pas la CGP justement qui délivre l'anneau, c'est plutôt la direction du contrôle des marchés publics. D'accord, voilà, c'est fait. Vous avez écouté le rendu de Tamba, mon cher ami? Oui, tout à fait. Ces révélations ont été faites dans le Before. Le jour là, j'étais à l'animation de l'émission. Et nous avons suivi de très près ce dossier. Alors sur l'approche, le fait de dire qu'il faut d'abord l'anneau de cette direction, vous regardez par exemple le code des marchés publics, on dit que le choix de la procédure d'appel d'offres restreint obéit à des exigences qui, si elles ne sont pas remplies, conduit au contournement de la règle de l'appel d'offres ouvert. Et plus l'on dit que le cas échéant, nous pourrons déposer des offres que les entrepreneurs, que l'autorité contractante aura décidé de consulter. Cette décision doit être publiée suite à l'autorisation du ministre en charge des Finances, après avis motivé de la Direction nationale du contrôle des marchés publics. La loi est très claire et les révélations qui ont été faites, c'était autour de certains marchés. Mais quand même, ce qui est étonnant, avant d'aller sur le fond du dossier, c'est un peu l'approche de la hack. Parce que si vous êtes journaliste, vous devez comprendre que les sites internet sont des médias à chaud. Les sites internet sont comme aujourd'hui les radios. Ce sont des médias à chaud. Un site internet ne peut pas traiter tout un dossier et le mettre en ligne. Parce que ceux qui viennent lire, ils ont besoin d'avoir d'abord le factuel. La quintessence, le factuel. Donc, ce n'est pas, par exemple, comme un mensuel ou un bimensuel et autres. C'est eux qui ont le temps de rentrer dans les détails, de traiter. C'est pourquoi les sites internet, qui sont des médias instantanés, comme la radio aujourd'hui avec la vitesse, lorsqu'ils publient une information, il y a quelques mots, des caractères qui sont publiés. Et plus loin en bas, on dit, nous allons y revenir pour la suite de l'enquête. Donc ceux qui sont à l'acte, ils auraient dû, si ce sont des journalistes, si ce sont quand même des journalistes, parce que dans les écoles de journalisme, on vous dit par exemple qu'il y a des médias froids, il y a des médias chauds. Il y a des médias froids qui ont suffisamment de temps. Par exemple, si vous êtes un quotidien, vous ne pouvez pas traiter une information au même titre qu'un mensuel. Parce que lui, il a le temps de rentrer en profondeur, de tisser sa pelote et de faire le tour, de faire la ronde et avoir les informations. Ils auraient pu faire la part des choses pour dire attention, on ne peut pas juger un journaliste sur la base d'un article qu'il a mis sur un site internet qui est un média à chaud, qui ne peut pas rentrer en profondeur, traiter un sujet sur un seul article. Donc il peut décliner. Ce n'est même plus l'hebdomadaire, le site. Justement, c'est minute par minute. C'est minute par minute, c'est instantané. C'est instantané. Aujourd'hui, c'est pourquoi ce sont des médias qui rivalisent aujourd'hui. La radio qui était le média le plus rapide. Ils auraient dû comprendre cela. Ce sont les b.a.-ba du journalisme professionnel. Si vous ne savez pas ça, c'est que vous n'êtes pas un journaliste. Et je me demande qu'est-ce que vous faites à l'AC, même si l'équipe elle est hétérogène. Ça, je reconnais. Mais je pense qu'il faut intégrer ça. Les grandes gueules. On ne peut pas rentrer en profondeur dans une information sur un site internet. C'est comme un quotidien. Mais bien sûr. Ils n'ont pas assez de temps pour le faire. C'est pourquoi ils déclinent. Maintenant, sur la loi, ce qui est quand même dommage, parce que c'est le monde à l'envers un peu. Normalement, il y a ce qu'on appelle, parce que Babila est allé sur deux approches. D'abord sur le code des marchés publics, qui dit que l'appel d'offres ouvert, c'est la règle, et l'appel d'offres restreint, c'est l'exception. On le fait, et quand vous le faites, c'est parce que vous contournez la loi. En le faisant, il y a des dispositions qui sont prévues dans la loi. Pour dire, est-ce que c'est un cas d'urgence? Est-ce que tout simplement, on a confié le chantier à une entreprise qui n'a pas exécuté dans le délai? L'expert a tout expliqué ici la dernière fois. Pour se retrouver. Et donc ça,
il y a des exceptions, ou bien ça nécessite une licence ou en tout cas une sorte de trouvaille, pour ne pas dire que tout le monde n'a pas, disons, le brevet dans le pays. Donc celui qui a le brevet, on lui donne le marché. Donc il y a des exceptions. Et quand vous le faites, parce que les marchés, les révélations qui ont été faites, normalement, vous ne devez pas dépasser les 10% de votre marché dans l'appel d'offres au sein du département. Il y a ce département qui a... Justement, il y a ce département qui avait déjà surpassé les 10%. Il y en a qui étaient en dessous. Donc il fallait scinder. Il fallait scinder. Donc, en tout cas, c'est une enquête. Ce n'était pas seulement le ministère de la Justice. Nous avons fait un peu le tour de plusieurs départements. Même la présidence, même la HAC d'ailleurs. Même la HAC d'ailleurs. Parce qu'Alpha Bakar, par exemple, il était en dessous. Les grandes gueules. Le cas de Diaka. Il y en a, on a cité même, je pense, le ministère de la Pêche et ainsi de suite. Donc, ce n'était pas un seul département. Même le ministère de la Communication était en dessous. Voilà. Donc, ça veut dire qu'ils n'ont pas dépassé les 10%. Et même au niveau de l'appel d'offres restreint, il y a une fourchette, il y a un prix. C'est pourquoi, vous vous souvenez, quand on a reçu ici Mme Prismo qui disait qu'on est en train de travailler sur la mépriale des prix pour permettre aux entreprises, mais aussi à l'État de se faire une idée des prix pour ne pas déborder. Et tout ça, c'est fait en sorte pour éviter les détournements. Babila a fait un travail remarquable. Il est allé d'abord, il a travaillé sur la loi, il a mené une enquête, il a recoupé l'information et il a porté l'information devant l'opinion. Je pense que qu'est-ce qu'on aurait dû faire? On aurait dû engager une action publique. Les grandes gueules. Sur le site, il n'avait même pas encore rendu. Sur le site, il a fait un papier préliminaire pour annoncer les grands axes de son enquête. C'est ça. Et poser les questions. Donc, il était question que dans les prochaines parutions, justement, qu'il commence à répondre à ces questions-là. La HAC est allée là-dessus. C'est-à-dire que sur la base, d'ailleurs, de cet article, tu ne peux même pas t'en prendre à Babila. Il n'y a aucune affirmation. Il soulève des questions. Ça, c'est flagrant. Maintenant, quand il s'agit du rendu à l'antenne, eux-mêmes sont formels, ils ont compris. Moi, je me rappelle le lundi, quand on a reçu M. Touré, après ça, j'ai parlé avec des commissaires de l'AC qui m'ont dit, en nous écoutant aujourd'hui, on a des mal. Et bizarrement, Jacques m'a dit la même chose 2 jours après, parce que lui aussi, il était là-bas. On lui a dit la même chose. Il m'a dit, mais on a compris que ces gens-là ont fait n'importe quoi avec l'agent public. Je dis, mais dans ce cas... Et la grandeur quand même de rapporter votre acte. De rapporter votre acte. C'est le minimum. Ça n'a pas été fait. Et ce qui est quand même un peu dommageable pour ce qui est en train d'arriver aujourd'hui, vous prenez par exemple la loi anticorruption. Parce qu'il y a cette loi, il y a le code des marchés publics. Et justement, cette loi, vous prenez l'article 63 de la loi anticorruption, indique qu'un journal d'investigation, lorsqu'il contribue à révéler sur la base de preuves ou d'indices concordants des affaires de corruption, ne peut faire l'objet ni de censure, ni d'interdiction, ni de poursuite d'aucune sorte, ni d'arrestation de son directeur de publication ou de l'auteur de l'article en cause. Ça, c'est la loi qui le dit. Et aujourd'hui, vous avez un journaliste quand même qui fait son travail. Et au lieu qu'on ne lance une action publique contre des gens qui sont mis en accusation dans ces enquêtes-là, c'est le journaliste, c'est lui qui est convoqué. Je pense que ça ne peut pas encourager. Nous sommes des lanceurs d'alerte. Aujourd'hui, il faudrait que l'ACRIEF, qui a quand même cette compétence-là, puisse utiliser ces informations-là pour poursuivre les vraies personnes. Parce qu'aujourd'hui, convoquer Babila à comparaître, c'est qu'on a, en fait, on a inversé les choses. C'est lui, normalement, aujourd'hui, on aurait dû grandir. Pour lui, on a un journaliste qui a fait son travail. Il faut le féliciter pour ça et l'encourager. Mais malheureusement, c'est celui qui fait son travail. C'est celui-là qui est poursuivi au détriment de celui-là, normalement, qui doit être devant les barreaux. Charles White, il a dit, quand il a pris les fonctions, il a dit qu'il va faire de la lutte contre la corruption son cheval de bataille. Lui-même, il est revenu sur ces marchés-là, les 290 marchés dont il est question dans sa communication. Il a dit, nous allons lancer une enquête pour démêler le vrai du faux, pour dissiper tout malentendu autour de ces marchés-là. Et s'il y a un journaliste déjà qui a ces données, qui commence à faire un travail, et qu'on lance une poursuite contre la personne, c'est que le ministre, je pense qu'il est dans une contradiction notoire. Et ça, aujourd'hui... Je pense à un moment donné qu'il faut qu'on quitte dans l'émotion, c'est très important, sincèrement, parce que ce que je vois là, c'est l'émotion a beaucoup joué. On va revenir, les gars, on va revenir. Juste un mot. Voilà, il y a une entreprise qui a eu un marché, un marché en 2022,
Mais dans la même affaire, il se trouve que l'entreprise a été créée en 2023. Ah ben voilà. Mais comment expliquer ça? Très bien. Mais toutes les données sont là. Oui, mais justement, donc moi je suis étonné quand même. En fait, c'est un enfant baptisé avant la naissance. C'est ça, oui. Un peu ça. Voilà. Allez. Il est revenu sur ces infos ici, il nous a montré, et je pense qu'il a suffisamment d'informations. Et ce que je peux conseiller à la justice, parce que si on doute, il faut appeler les experts de l'autorité de régulation des marchés publics, les écouter pour dire ce que ce journaliste a porté devant le public. Est-ce qu'il est dans l'esprit de la loi? Merci beaucoup, Diba. On va revenir à 10h, madame et messieurs, avec d'autres angles à développer, évidemment. Avec vous, vous êtes sur Espace. Tous les matins sur Radio Espace, en simultané sur Espace TV, à Balan et la Galapaille. L'avenir n'est pas rassurant entre la Sogipa et une communauté de planteurs pour cause une affaire d'expropriation qui date de 2021. La société guinéenne de palmiers à huile et DVA donc avait alors repris les terres à des paysans avec promesse de repris promesse de dédommagement, pardon. 3 ans plus tard, la communauté continue donc d'attendre que la société s'acquitte de son engagement. Jean-Pierre Aoumou, il est coordinateur préfectoral donc de la MAOG. Il sera avec nous ce matin dans notre émission Les Grandes Gueules. Je le disais tantôt aussi, on s'intéresse à ce rapport, le rapport d'Amnesty. Amnesty International donc vient de rendre son rapport sur l'état de liberté en Guinée, une tradition où l'organisation dresse un tableau inspiré des faits rapportés et vérifiés donc par les relais locaux. Elle relève donc des restrictions sur la liberté de réunion et d'expression à côté donc d'autres atteintes graves. Un tableau qui n'a rien de surprenant en regard donc de nombreuses atteintes aux libertés donc ces derniers mois en Guinée. Commentaire sur le rapport avec Abdul Aziz Diallo, président d'Amnesty Guinée. Il sera avec nous dans notre émission. On continue le débat évidemment avec vous sur le rendu donc de Tamba Zakari Milimono. À voir, et comme le disait Diba, il y a beaucoup de zones d'ombre, mon cher ami. Surtout, premièrement, concernant la sanction justement qu'on a infligée, la sanction de 6 mois. Il y a même appris que ça devrait être 1 année pour Babila et pour son média, 12 mois carrément, et que c'est par clémence qu'on a sanctionné. Pour une présumée diffamation. Oui, exactement. Incroyable. C'est ce que les gens ça devrait être 1 année, et puis c'est par clémence qu'on a donné 6 mois à Babila et à son média. Lamine, j'ai envie de dire qu'à la HAC, je pense qu'on a besoin d'une mise à jour là-bas. En fait, tous les commissaires de la HAC ont besoin je pense, il faut qu'on leur fasse une formation, non seulement en journalisme, mais aussi en droit, de ce que j'ai vu, constaté et compris. Parce que j'ai l'impression parfois qu'on n'a pas la même interprétation des règles journalistiques, de l'éthique et de la déontologie. On n'a pas la même interprétation de la loi qui régit même la HAC, en fait. On n'a pas la même lecture. Et malheureusement, même ceux... Non, les gens prennent déjà, figure-toi que les gens confondent déjà, puisqu'on dit bien code de déontologie, ils pensent que c'est une loi. Justement, en fait, c'est ça le problème. C'est pourquoi tu vois un peu, ils pensent que le code de déontologie est une loi. C'est pourquoi je pense qu'on a besoin... C'est un problème, ça. Les grandes gueules. Je pense qu'on a fondamentalement besoin d'une mise à jour là-bas. Il faut les rafraîchir en réalité pour qu'on puisse avoir au moins parfois une même lecture de différentes situations. Qu'est-ce qui se passe dans l'affaire Babila? Le ministre, un ministre de la République détenant une fonction régalienne du pays, donc ministère de la Justice, qui aime prendre souvent la parole dans les médias pour faire des discours, a pris la parole un jour pour dire: nous allons traquer tous les marchés illégalement passés. Il ajoute que même dans mon département, je sais qu'il y en a, mais on ne va rien lâcher. C'est le ministre qui le dit. C'est-à-dire que chez mes collègues des autres départements ministériels, mais ça existe même dans mon département, des marchés qui ont été attribués et qui n'obéissent pas à la règle. C'est le ministre qui le dit. Un journaliste dont le travail et la spécialité est l'investigation va sur cette base parce qu'il est interpellé par le discours du ministre qui dit que chez moi, ça ne va pas. Il y a des problèmes concernant les marchés. Le journaliste, puis que son travail, il s'y intéresse. Il contacte ses sources. Il cherche l'information. Il recoupe ces informations. Il décide de diffuser sous forme d'interrogation
la première partie de son enquête pour informer l'opinion. Comme pour dire, ce que le ministre a dit, il n'a pas menti. Hein. C'est vrai que dans son département, il y a les marchés qui sont illégalement passés. Mieux, il cite les marchés qui sont concernés. Il donne les preuves des entreprises qui ont illégalement bénéficié de ces marchés, etc., etc., etc. Si c'est pas ce qu'un journaliste doit faire, je ne sais pas quel est le métier de journaliste. En tout cas, je ne sais pas s'il y a une autre définition qu'on pourrait attribuer à cela. Donc, Babila part d'une déclaration de Charles White, à l'époque ministre de la Justice, qui dit que là, le gouvernement, ça ne va pas, il y a de la corruption concernant les marchés publics. Même dans mon département, ça ne va pas parce qu'il y a de la corruption concernant des marchés qu'on a passés. Il part sur cette base-là et il décide de faire des investigations. Il rend le contenu, il n'affirme rien dans un premier temps. Il pose des questions sous forme d'interrogation, parfum de corruption au ministère de la Justice, et après il essaye d'expliquer. Ça devrait attirer l'attention. Ça a même attiré l'attention jusqu'au point où la CRIEF décide d'attribuer les enquêtes justement à l'Agence nationale de la lutte contre la corruption. Ça a un cran dans le sérieux en fait. Mais non, on trouve moyen de dire que Babila n'a pas été professionnel dans l'article qu'il a rendu. Il n'a pas recoupé l'information, il n'a pas interroger le principal concerné, etc., etc. Et bon, il prend 6 mois par clémence. Il prend 6 mois et son média aussi prend 6 mois. La meilleure façon d'éteindre un journaliste, c'est de lui priver de parole. Et lui et son média, ils ont pris 6 mois. Après 6 mois, il reviendra comment? Où est-ce qu'il va commencer? Et c'est etc., etc. Voilà pour moi où se trouve le problème. Mais puisque on sait que le ministère de la Justice, c'est aussi en quelque sorte le ministre des juges, le ministre des magistrats, le ministre de tous les animateurs de l'appareil judiciaire, aujourd'hui, Babila, au-delà de la HAC, est convoqué le 5, si je ne raconte pas de bêtises, le 5 mai à Mafanko, dans une affaire de mœurs, on va dire ça comme ça. Alors, je vais m'en tenir d'abord à cela. Je ne vois pas la personne du ministre. Je ne vois même pas cette affaire. Je regrette tout simplement que la fonction, une fonction régalienne de l'État, une fonction principale, un département, un responsable, plutôt un ministère puisse rabaisser encore à ce niveau. Pourquoi? Parce que je trouve que dans d'autres pays où la question de mœurs ou de sexe n'est pas un tabou, les gens sont tombés pour moins que ça. On leur a accusé d'avoir tenté de toucher à une fille dans un hôtel. Eh bien, ils ont perdu tout à cause de ça. Nous ici, l'intéressé interpellé tente de donner même des explications, qui le confond lui-même dans cette situation. Oui. C'est-à-dire qu'il tente de justifier et il se confond lui-même dedans. Oui. Mais aucun juge, personne ne prend des dispositions, aucun responsable politique n'en parle, personne. En fait, ça choque l'opinion, mais on se dit, bon, de toutes les façons, tout le monde fait ça en même temps, en fait. Ça choque l'opinion. Je ne sais pas si ça choque l'opinion. Mais l'opinion n'a pas les moyens, j'ai envie de dire, en fait. Vous savez, c'est facile de dire, bon, peut-être qu'il est comme ça, il faut le laisser comme ça, tout le monde fait ça en réalité. J'ai envie de dire que c'est vrai que personne n'est blanc. Mais on aimerait que ceux qui nous dirigent, même s'ils en ont dans les placards, que ça ne sorte pas. Lorsque ça sort, on a envie qu'ils quittent tout ça. Je suis d'accord. Mais l'erreur aussi de nous, journalistes, ou peut-être de Babila, c'est de croire que après le départ de Charles, ça va s'arrêter. Parce que la révélation, et ça c'est dans la deuxième partie, donc ce pourquoi il est convoqué le 30 mai, concernant ces marchés-là, c'est de croire qu'après le départ de Charles, ça va se régler. En fait, en réalité, ça va s'atténuer parce qu'il n'aura plus de pression. Je ne dis pas qu'il exerce des pressions sur les magistrats, mais je suis en train de dire que Charles, il n'est pas le seul, s'il est cité, il n'est même pas le seul dans cette histoire de marché. Et ceux qui sont cités dans l'affaire, ceux qui sont concernés par ces marchés-là, eh bien, ils sont toujours au département ministériel. Parce que c'est la tête qui a changé. Mais les autres responsables sont là. Ceux qui ont passé le marché, ceux qui ont eu affaire dedans, ceux qui sont cités. Donc c'est pourquoi, c'est-à-dire que c'est un collectif qui s'est créé autour de ce dossier pour faire payer notre collègue journaliste qui va faire face justement au juge à Mafanko. Voilà comment le problème se pose. Voilà comment je vois les choses en réalité. Et malheureusement, ça va continuer parce que malheureusement, encore une fois,
on a déjà des idées préconçues sur ce que nous faisons en tant que journalistes. Enfin, n'est bon journaliste tant que tu dis ce qui plaît à celui qui t'écoute. La preuve, c'est que vous dites quelque chose qu'on ne partage pas dehors. On te le rappelle tout de suite, tout à fait ta formation, toi tu es sorti de quelle école, quelle est la règle, etc. etc. en fait. C'est ça le problème aujourd'hui. Sinon, c'est un journaliste d'investigation qui a décidé d'aller à la quête de l'information et de le mettre à la disposition de l'opinion, ce qui est son travail, mais surtout attirer l'attention de ceux qui nous ont dit que la justice sera la boussole et la lutte contre la corruption est le cheval de bataille de cette transition. Mais après qu'il ait fait ça, aujourd'hui, il doit tout perdre. J'ai envie de dire, il doit tout perdre parce que si moi tu parles pas, tu n'exerces pas et tu fais face à la justice, c'est presque tout perdu. Pour un journaliste, je trouve que c'est tout simplement malheureux. Il faut avoir raison garder. Il faut tout simplement que nos juges fassent de l'indépendance qu'ils ont tant clamé leur tremplin. Il faudrait qu'ils soient indépendants même dans la tête. En fait, rectifie-moi Mohamed, si c'est son nom, Badinter, qui vient de décéder du côté de la France. Lorsqu'il a été nommé par le président français, ça peut être Chirac ou c'est celui qui l'a précédé, à la Cour constitutionnelle, lors de sa prise de parole, il a dit tout simplement que il a tout simplement fait comprendre au président qu'il lui a nommé à une fonction où il est obligé d'être ingrat envers lui. Donc c'est pas parce que votre ami vous a nommé que vous lui devez reconnaissance dans l'exercice de votre fonction en violation de la loi. Ceux qui ont été nommés par-ci, par-là, par décret, autant de Charles ou pas autant de Charles, une fois qu'ils sont là où ils sont au service de la République. Parce qu'ils auraient pu venir de cette manière-là ou d'une autre manière, ou quelqu'un d'autre l'aurait fait. Et ils ne resteront pas longtemps parce qu'ils vont être remplacés tôt ou tard. D'autres personnes le feront. C'est juste ce que j'ai envie de dire sur cette affaire. Mais encore une fois, pour mes camarades du mercredi dernier de la HAC, je pense qu'on a vraiment besoin d'une mise à jour de ce côté-là pour qu'on ait la même idée de ce que c'est que réellement l'éthique et la déontologie pour un journaliste. Merci beaucoup Mohamed. Voilà. Quel soulagement. Allez-y, Tamba Zakari. Ben non mais parce que c'est la première fois que tu patauges pas en fait, tu vois, voilà. Et ça, non mais c'est ça. Allez-y, mon cher Tamba Zakari. Peut-être que la HAC alors Mohamed, voilà. Allez-y. Allez-y. Lamine. Il est sous le coup d'une suspension et comme la prochaine plénière de la HAC aura lieu mercredi. D'ici mercredi, il n'a pas parfois de temps en temps avec la il n'aura pas d'avis. Allez-y, Tamba, complément d'info. Il y aura rien. Complément d'info. Mohamed. Eh ben voilà. Mais nous sommes des Guinéens. Nous sommes des enfants d'ici. À la HAC, ce qui me chagrine, c'est que ce ne sont même pas les personnes jeunes. Non, Lamine, excuse-moi. Moi, j'assume. Moi, je sais qu'à la HAC, on rêve, moi, de me sortir de la corruption. Je le sais. Moi, vous me connaissez, moi je sais, ça ne date pas d'aujourd'hui. Il y a des discussions qu'un commissaire de la HAC est allé jusqu'à me dire les yeux dans les yeux devant tout le monde. Je ne peux pas m'entendre avec toi. Tant que tu vas critiquer, moi, tu peux toucher à tout le monde sauf au président Ahmed Sékou Touré. Si tu le touches, tu auras affaire. J'ai dit, ben voilà. Ben voilà. L'année dernière, quand on est, ben Maya partait avec le même Charles, à la HAC, on m'informe avec des images à l'appui que deux commissaires de la HAC sont allés rencontrer le ministre Charles avant même que je ne comparaisse. Je balance à l'antenne, on arrive, oui, et on est parti, mais nous c'était pour une médiation. Je dis, ah bon, pendant que vous êtes en train de dire à tout le monde autour de moi que je ne suis pas professionnel, moi vous ne m'avez même pas appelé, personne parmi vous ne m'a parlé, vous vous déplacez quand même pour aller voir le ministre incognito. J'arrive, on va jusqu'à me proposer une médiation pour que j'arrête mon enquête. Ça a été l'erreur de ma vie. Je ne la répéterai plus jamais. J'ai pensé ce jour-là. Vous savez, le doyen Yassine, quand c'est en commission disciplinaire, lui ne siège pas. J'ai pensé à lui. J'ai dit refuser. Il y a quelques personnes quand même pour lesquelles j'ai le plus grand respect. C'est le cas de la maman de Muntaga. J'ai du grand respect pour certaines personnes. Donc, je me suis dit, ok, je laisse tomber. Ça a été une erreur. Nous sommes là toujours avec nos quittances de Cancan. Mais le ministre lui-même, après, a fait une sortie pour dire, ouais, dans sa communication, on a aussi la vidéo, ouais, et il a même promis qu'il va mener des enquêtes et qu'il y aura des sanctions. Il dit qu'il ne va pas pardonner ça. Qu'il y aura des sanctions sur Cancan. Pourquoi alors la HAC a attendu, je crois, 2 semaines pour faire lire à la RTG ce fameux décret d'avertissement? Je n'ai pas compris. Parce que le ministre n'était pas satisfait.
je vais jusqu'à dire, ok, j'ouvre mon ordinateur, on vous donne les preuves. Non, on n'a pas besoin de ça. Vous voulez des preuves, on dit, ok, l'ordi est là, je vais ouvrir, vous montrez les quittes. Non, on ne veut pas. Nous, ce qu'on préfère, c'est que tu laisses tomber. Et c'est ce jour-là, on va jusqu'à me dire, mais pourquoi tu es si minutieux? Pourquoi tu es si méticuleux? C'est ça qui a heurté Tamba. Parce qu'on m'a dit, pourquoi tu es si minutieux? Mais quand il s'agit de l'honorabilité des gens, ils sont obligés de faire preuve de minutie, de prudence. Parce que moi, je ne vois pas forcément la personne qui va être incriminée, mais je vois sa femme, je vois ses enfants, ainsi de suite. Donc, on est obligé de faire attention à tout ça. Il ne faut pas que les gens pensent que cette profession, c'est une profession sans morale. Et non, nous sommes des êtres humains. Le journaliste est quelqu'un qui est profondément moral. Bien. Profondément. Là, je tiens à rappeler, parce que maintenant on s'appuie sur le code de déontologie. Un code de déontologie que l'essentiel des journalistes en Guinée n'a jamais vu. Et encore une fois, je rappelle que ce n'est pas une loi. On y adhère par bonne foi. Le code de déontologie, c'est ça. Partout dans le monde, on y adhère par bonne foi. Mais je le dis, mais je veux rappeler. Je l'ai dit, ce qui est étonnant, ce n'est même pas les personnes jeunes qui cherchent à briser. Il y a un doyen en particulier qui s'est rendu célèbre pour ça. Chaque fois qu'il nous arrive d'accompagner un de nos travailleurs, ou nous-mêmes qu'on y est convoqué, parfois, ça, tu étais là-bas la dernière fois avec nous, tu n'étais même pas convoqué, on était venu discuter avec eux. Tu as vu ce qui s'est passé sous tes yeux. Vous parlez tous, je veux parler, le gars dit, je ne prends pas la parole, tu étais là. Il a fallu que LG leur dise, mais excusez-moi, moi je ne suis pas, contrairement à ce que vous pensez, le PDG de Adafo, je suis fondateur. Mais c'est lui et Jacques qui sont les directeurs des entités. Lui pour la radio, Jacques pour la télé. C'est eux qui gèrent ce partenariat-là avec ceux qui sont à l'étranger. Et d'ailleurs, celui qui a écrit le contrat, qui pilote tout, c'est Mara. C'est en ce moment qu'on on veut mettre de l'eau dans le vin, mais on ne veut quand même pas que moi je parle. Pourquoi? Je ne suis pas obligé. Il faut que les gens sachent que personne n'est obligé de nous aimer. Nous ne sommes pas obligés aussi de vous aimer. Ce que la loi nous interdit de faire, c'est vous diffamer, c'est vous dénigrer, c'est vous insulter. Mais nous sommes libres de vous critiquer. À la HAC, certains doivent réfléchir et savoir une chose. Je veux vraiment dire ça à la main. Hier, certains d'entre eux ont été victimes. Même s'il y en a aussi qui se sont inventés quand même une certaine légende qui n'est pas vraie. Il y a des histoires ici. Allez au commissariat ici de Dimbaya tout près. Je sais de quoi je parle, ils savent. Les anciens savent. En 97, il y a des dossiers. Hey, personne n'est blanc dans ce pays. Il y a des dossiers. Quand vous touchez à quelqu'un, vous sachiez que vous touchez à ses parents. Vous touchez à sa famille. Vous êtes en train de briser des carrières. Par votre faute, par votre manque de courage. Aujourd'hui, on est à près de 600 journalistes sans emploi. J'ai vu des gens, des collègues m'ont appelé, des confrères m'ont appelé. Leurs femmes sont malades, ils ne peuvent pas les soigner. La dernière fois, un collègue m'a écrit, j'ai pleuré. Parce que je connais ce monsieur-là, un monsieur responsable comme pas possible. Je l'ai côtoyé. Il avait besoin que de 2 500 000 francs pour faire opérer la hernie ombilicale de son bébé. Il n'a pas de salaire. Vous prenez des décisions à l'emporte-pièce. Vous érigez en juge et en donneur de leçons. Vous décidez de la vie des gens, de ce que leur famille, de ce que leurs femmes, leurs enfants, leur village, des gens qui dépendent d'eux vont devenir. Vous avez des enfants. Pour certains, vos enfants sont à l'étranger. Mais je vais vous dire une chose. Dieu est un Dieu de justice. Et la vie là, le principe du boomerang existe. Je prie Dieu pour une seule chose. Qu'aucun malheur ne vous arrive. Que vous viviez longtemps pour voir la suite de ce que vous êtes en train de s'aimer. Parce que c'est un principe éternel. Tant que le jour et la nuit existeront, il y aura la pluie, il y aura le soleil, le beau temps. Il y aura le jour, il y aura la nuit. Bien. Il y aura les semailles, il y aura la récolte, la mine. Vous ne pouvez pas s'aimer le fonio et espérer récolter du maïs. Arrêtez de briser la carrière des enfants des gens. Bien. Arrêtez de briser les entreprises pour lesquelles les gens ont souffert toute une vie pour les construire. Beaucoup et aux jeunes qui sont là-bas, vous n'êtes pas obligés de suivre ce qu'on est en train de faire. Vous êtes heureux aujourd'hui parce que vous avez des privilèges. Vous pouvez voyager, il y a l'argent, vous pouvez créer des entreprises. Nous avons vu des gens à pied
dans la circulation qui était hier 1000 fois plus puissant que vous. Vous êtes en train de s'aimer beaucoup de graines de rancœur, de douleur, de larmes dans les familles. Bien. Et dans la société. Les Guinéens vous observent. Messieurs et mesdames de la HAC, arrêtez de tordre le cou, de tordre la loi. Arrêtez d'interpréter d'une manière pas normale du tout les textes de loi. Arrêtez de le faire. Bien. Arrêtez de briser des carrières. Mohamed, prendre la responsabilité de fermer une entreprise, un organe de presse, pendant 6 mois. Prendre la responsabilité, au-delà de toutes les questions juridico-démocratiques, mais sur le plan moral et humain, prendre cette responsabilité. Babila n'est pas seul. Babila a des travailleurs. Ils sont aujourd'hui tous au chômage. Hier, quand Babila a eu des problèmes avec Moussa Moïse, c'est notre frère, c'est notre ami. On s'est tous levés. Vous savez pourquoi? On a dit à Moussa, tu peux avoir raison sur le principe. Mais attention, pense à l'entreprise. Sur le champ, il a dit oui, il faut qu'on règle le problème. On a réglé le problème. Tous les deux sont sortis grands de cette histoire-là. La HAC arrête de tuer ce à quoi il n'a pas donné vie. Vous êtes en train de tuer les gens à petit feu. On se sert de vous et vous le savez. Merci. Si le CNRD veut tuer les entreprises de presse, veut interdire les médias, il en a le pouvoir. Vous refusez d'être les instruments. Que le CNRD prenne des décrets qui disent on ne veut plus de ces médias indépendants, qui disent on dissout les partis politiques, qui disent on met fin à la fonction de journaliste. Journalisme, profession en danger, profession wanted en Guinée. Aujourd'hui, vous êtes journaliste, vous recherchez des faits, on cherche à vous stopper. Babila, toutes ces sorties-là de la part de l'appareil judiciaire, c'est quoi? Babila a commencé une enquête. Le ministère de la Justice sait que s'il va au bout, beaucoup de gens vont tomber. On l'a dit, ça sera au département, ça sera à l'ACGP, ça sera au ministère des Finances. Beaucoup d'entités, y compris les entreprises en question. Tamba va vous parler tout à l'heure des relevés. Pour vous dire qu'on on fait notre travail. Nous savons faire notre travail. Mais moi, j'en ai marre que quelqu'un qui n'a jamais mené une seule investigation de sa vie, sous Sékou Touré ou sous Lansana Conté, vienne nous donner des cours d'investigation journalistique. J'en ai marre. Bien, il y en a qui sont des modèles pour nous, mais arrêtez. Bien. Sinon, sachez que nous, on n'a peut-être pas la mémoire de ce que vous avez été, mais nos parents l'ont été, nos grands frères l'ont été, nos aînés l'ont été. Ils savent qui vous êtes. Merci. Et on nous dit, et on nous donne des éléments. Nous refusons de les utiliser contre vous. Quand le CNRD a dirigé son canon contre la HAC à un moment donné, sans même poser de questions, nous sommes comme un homme. Un seul homme, nous nous sommes levés, on a dit, on ne touche pas à la HAC. Moi, je ne regrette pas de l'avoir fait. C'est à eux d'être dignes de cette confiance qu'on a placée en eux. Merci. J'en ai terminé. Mohamed Mara, et voilà. Allez, vous restez avec nous sur Espace. Oui, et nous sommes lundi. Merci à vous qui nous rejoignez sur Radio Espace. Mon cher Tamba, on continue évidemment avec ce complément d'infos, mon cher ami. En fait, je vais vous dire, c'est une boîte de Pandore que Charles a ouverte. Il a ouvert une boîte de Pandore. Parce que Lamine, il y a tout à l'intérieur de ce dossier et c'est très très sale. C'est très sale, vous allez voir. Je vous donne l'exemple de la société Belco. Belco SARL. Pour être plus précis sur ce qu'est cette société, je vais rappeler rapidement ce que cette société a eu au terme de ce contrat. La mine, c'est 17 milliards, je dis bien, 17 milliards 367 millions 108 087 francs guinéens. Je répète, 17 milliards 367 millions 108 087 francs guinéens. Donc c'est un contrat de travaux de réhabilitation de la maison centrale de Conakry, lot 2, travaux d'extension. Donc sur l'extension, parce qu'il y a tous les autres, lui, il a eu les 17 milliards 300 et quelques millions. La loi dit que si tu n'es pas à jour aux impôts, toi, tu ne peux pas avoir un marché public. Les grandes gueules. Je dis encore une fois qu'au terme de nos informations, à une date précise que nous gardons pour nous, la mine, cette société n'était pas à jour. Son dernier paiement aux impôts en Guinée, il date du 15 décembre 2023.
Est-ce que vous suivez ça? Du 15 décembre 2023, ils ont fait leur dernier versement aux impôts. Et voici le montant. Et contre une quittance, quoi. Le montant est de 31 286 340 francs guinéens. C'est ce qu'ils ont versé aux impôts. Si vous voulez, tous les mois, quoi. Il y a un relevé de tous les mois pour cette année-là. Vous voyez bien que, par exemple, je choisis quelques dates comme ça. Au 16 janvier 2023, ils ont payé 1 180 000 francs, 1 180 684 francs guinéens. Ça, c'est ce qu'ils ont payé le 16 janvier 2023 et contre une quittance. Leur numéro d'identification fiscale est bien présent. La mine, ainsi de suite. Mais si vous voulez, la totalité de l'argent qu'ils ont payé en 2023, pour leur donner un indice tout précis, pour leur dire que nous avons quand même ces informations-là, ils ont payé 284 297 365 francs guinéens. Donc cette société n'est pas à jour par rapport à l'année 2023. Elle n'est pas à jour. Comment fait-elle pour accéder à ce marché au moment où nous sommes en train de parler? Jusqu'au moment où nous recueillons cette information, ils n'avaient pas payé. 2022, ils avaient payé pour toute l'année 2022 54 841 384 francs. Une question va se poser rapidement. Au-delà du fait qu'elle ne soit pas à jour, une question va se poser pour nous rapidement. C'est celle de dire, premièrement, pourquoi on paye 54 millions en 2022 et plus de 200 millions en 2023? Première question. La deuxième question qui lui est directement rattachée, c'est de savoir si c'est bien le montant que cette société devait payer. Est-ce qu'il n'y a pas une sous-évaluation, une sous-estimation des montants dus aux impôts? Dans les prochains jours, c'est sur cette information que nous reviendrons avec bien entendu l'éclairage d'un expert, parce que c'est une SARL, une société à responsabilité limitée. Nous reviendrons dessus pour cette société-là. Et puis, il y a, je termine rapidement avec ça. Il y a la société Wagé et Frères. Les sociétés partout, tu vois, et frères, là, franchement, il y a du souci, quoi. La société Wagé, les noms même sont curieux. C'est Daouda Mohamed. Oui. Lui, il parle de Ngabuntu. Tu vois. Et la mine, c'est une SARLU. Donc, une société à responsabilité limitée, unipersonnelle. Ouais, c'est important. C'est pas Charlie, hein. Et je posais la question dernièrement. Une est une SARLU, l'autre est une société individuelle, une SI. Il y a celle-ci qui est une SARL. Et je posais la question des niveaux, des seuils auxquels, des seuils de marché auxquels ce type de société peut prétendre. Parce qu'on sait qu'il y a un lien, en tout cas par rapport à la loi, il y a un lien entre, si vous voulez, comment on appelle ça, la forme juridique de l'entreprise et le niveau de marché auquel elle peut prétendre. Et donc, ça reste une question à poser sur laquelle nous reviendrons les jours à venir. Merci. Maintenant, je vous donne ceci. Ah, si, sauf si ça change. Personnellement, j'ai été confronté à cela, à la création d'une entreprise, et on me disait, bon, si tu vas avec une société individuelle, il y a un seuil de marché auquel tu ne peux pas prétendre. Ça, c'est ce qu'on m'a dit. Donc, je reviendrai certainement dessus. Et la mine, donc, Société Wagé et Frères, c'est la même histoire là. Sauf que là, je suis quand même très curieux. Regardez un peu, la société Wagé et Frères va avoir un contrat de plus de 13 milliards. Donc, 13 milliards 205 232 854 francs. Mais je regarde les montants versés aux impôts. Je me dis quand même, mais il y a un problème. Et je vous donne quelques exemples. Vous allez voir des montants comme... et là, on est en 2023. Hein, vous allez voir des montants de... 2023, vous allez voir des montants de 500 000, 990 000, 381 000. Ce qui est versé aux impôts. Pour une société qui a ce type de 13 milliards, 200 et quelques millions. Et ben voilà. Et la date de paiement, par exemple, le dernier paiement, il date du 21 novembre 2023. Et le montant qui a été payé aux impôts, il est de 381 000. Et donc je me pose la question,
pourquoi ces déclarations sont-elles aussi petites pour une société qui, à l'évidence, peut prétendre à plusieurs milliards de francs guinéens? On se pose donc la question. En définitive, Lamine, ces deux sociétés-là sont aux impôts et payent leurs impôts, sauf qu'elles ne sont pas à jour. Ensuite, on posera la question de la manière dont elles paient. Est-ce que c'est les montants dus qui sont véritablement payés? Deuxième question. Pour les deux autres, qui ne sont ni à la PIP, ni à la Caisse nationale de sécurité sociale, leur trace n'a pas été retrouvée dans la base de données des impôts, de la Direction nationale des impôts. En clair, elles n'ont rien payé depuis qu'elles ont été créées, si elles ont été créées. Et leurs deux marchés font combien? Leurs deux marchés, je vous sors ça rapidement. Il y a 17 milliards je termine là-dessus. C'est bien la société ECM BTP. Eux, ils ont eu 7 milliards 405 390 820 francs. Et puis, il y a le groupement WALP GIE. Ils ont eu 10 milliards 634 796 325 francs. Quand vous prenez plus de 17 milliards, près de 18 milliards. C'est plus de 17 milliards de francs guinéens que ces gens ont pu. C'est même 18 milliards qu'ils ont pu gagner, alors que les impôts nous disent il n'y a pas de trace d'eux dans nos livres. Alors, on souhaitait quand même apporter ces éléments de précision. Et sur les autres questionnements que je soulève, nous reviendrons là-dessus les jours à venir pour en savoir davantage. Mais ça continue de mettre à nu un système pourri auquel malheureusement le ministre Charles, qu'il le veuille ou non, aura participé. Parce que c'était lui le ministre en charge de la justice. C'est lui qui a dit qu'il y avait des marchés. Il y a trop de marchés de gré à gré et beaucoup de vols dans le secteur public. C'est lui qui en a parlé alors que son propre département a dépassé le seuil raisonnable des marchés gré à gré. Je crois que Jacques a toute la situation. Et au même moment, le directeur général des infrastructures, lui, il avait sauté. Oui. Alors, pour clore, voilà. Et ça, je vais juste évoquer quelques marchés parce qu'on reviendra en détail sur l'ensemble des marchés du ministère de la Justice. Ce n'est pas de l'acharnement, mais c'est pour aider le ministre Charles à faire son travail. Bon, il n'est plus là, mais aider son successeur à faire son travail, puisque c'est lui qui a évoqué le sujet des marchés de gré à gré. Je vous envoie à Massanta. Massanta, c'est la construction de la maison, donc de la prison. Vous savez, dans le premier bras de fer que nous avons eu avec lui, la question de Massanta était à l'intérieur. Parce que lorsqu'il est arrivé là... Parce que la décision a été prise sur place. Il a pris la décision sur place de poser la première pierre et de promettre, n'est-ce pas, de doter Massanta d'une maison centrale. Nous étions donc en janvier 2023. Et l'ancien ministre de la Justice rapportait, les propos rapportés par nos confrères de Guinée 360 disaient ceci. Ça ne sert à rien de dire que les autres n'ont rien fait. Qu'est-ce que nous devons faire pour que la situation change? On a déjà un contrat avec une grande entreprise. Une grande entreprise. Toutes les formalités de l'appel d'offres sont finies. Mais en attendant que cela ne soit validé par le ministre de l'économie et des finances, on ne peut pas passer sous silence ce désastre humain qui se passe à Massanta. En fait, il dénonçait un peu les conditions de détention là-bas. La mine, retenez bien, nous sommes en janvier 2023. Il dit la procédure de passation, donc d'appel d'offres, les formalités de l'appel d'offres sont finies. Alors, le marché, puisqu'on a cherché des informations pour comprendre l'entreprise qui est en train de travailler sur la maison centrale, sur la prison de Massanta. Donc, le nom de l'entreprise, c'est Mobilnec, créé le 20 février 2023. Tu fais attention? Oui, je suis. Le ministre déclare en janvier 2023 que les formalités d'appel d'offres sont finies. Sauf que l'entreprise qui reçoit le marché est créée le 20 février 2023. Un mois après. Ouais, je vois. Et on s'est rendu compte que la procédure, c'est bien entendu le gré à gré. C'est-à-dire, il dit en janvier, la procédure, les formalités d'appel d'offres sont finies. On entend juste le quitus du ministre de l'économie et des finances. Mais on se rend compte que c'est le gré à gré. Et on se rend compte
que l'entreprise qui bénéficie de ce marché a été créée un mois après sa communication. C'est quand même un petit montant de 2 milliards 401 millions. C'est pas beaucoup. 2503 francs de poche. 563 francs guinéens. Mais tu oublies quelque chose, une précision là-dessus. À l'époque également. Parce qu'il avait fait une communication à son retour. Quand j'ai questionné justement le tarissement des finances, des ressources avec lesquelles ils avaient voyagé. Tu te rappelles? Parce que j'avais dit, mais après Massanta, et la délégation, on se demande pourquoi ils n'arrivaient plus à se prendre en charge. Pourquoi, par exemple, les gens de Cancan, greffiers, magistrats, et ainsi de suite, se sont cotisés. J'ai dit, mais normalement, il y a un fonds, normalement, il y a des frais de mission. Tu te rappelles dans sa réponse. Concernant Massanta, il a expliqué que quand lui, les grandes gueules, là, on peut même trouver, c'est encore sur les sites, je crois encore, parce que j'avais téléchargé les vidéos, il dit que lui, il ne pouvait pas voir les gens en souffrance là-bas, il n'y a même pas de prison, et pourquoi il n'engagerait pas son argent? Donc, l'argent de la mission, pourquoi il ne l'utiliserait pas pour le faire? Si le marché a déjà été, en fait, tout le processus de passation a déjà été fait. Bien. Le ministre n'a pas encore donné son quitus, le ministre des Finances. Comment est-ce qu'on peut procéder? Un, à la pose de la première pierre. Et deux, la question que vous soulevez, elle est entière. Comment se fait-il que la société qui a bénéficié de ce marché vienne à être créée un mois après? Autrement dit, lui, c'est un bébé curieux. Il est encore dans le ventre de sa mère, mais il mange déjà avec les grands. Il a déjà ses 32 dents. Ouais, les bébés mystérieux. Ça existe, hein, les bébés mystérieux. Non, au fait, vous savez, au fait, Mobinec, c'est un peu une entreprise qui évolue sur plusieurs volets. Donc, si vous voulez, il y a Mobinec Sarlu qui est dans l'exploitation minière. Vous avez Mobinec qui est dans la prestation de services. À qui appartient la société? Je crois, non, je crois qu'on va garder ça. On te le dira après. On va garder ça. Ok, voilà. Et puis, donc, Mobinec Construction, si vous voulez, c'est comme si on avait une entreprise qui évolue dans l'exploitation minière et la prestation de services. Et puis, il y a cette opportunité qui se prend du côté de Massanta. Et donc, on crée l'entreprise le 20 février 2023, alors que, bien évidemment, au départ, il y avait déjà une annonce qui a été faite comme quoi les formalités d'appel d'offres sont allées jusqu'au bout. Voilà. Merci Malagui. Évidemment, mesdames et messieurs, ce lundi matin, dans la deuxième partie de l'émission, on reviendra sur ce autre dossier du côté de la CBG, désignation du DG de la CBG, donc le directeur en poste finit par rendre le tablier. État de liberté en Guinée, Amnesty International livre donc ce rapport. Et que dire de ce qui passe ce matin, relation tendue donc avec les planteurs locaux. Et puis cette nomination également aussi du côté de la RTG. Forcément, on reviendra parce que la RTG désormais a une nouvelle directrice. Vous restez avec nous sur Espace.